Des chercheurs viennent de découvrir que l'obscurité peut aller plus vite que la lumière. Cette découverte pourrait améliorer la qualité des images capturées de l'appareil photo de votre téléphone au scanner rapide des médecins. Ça semble aussi briser l'une des règles fondamentales qui régissent la physique moderne. Mais est-ce vraiment le cas ? Eh bien, au début, une équipe de chercheurs testait juste une vieille idée. L'obscurité, ou plus précisément les vides dans la lumière, pourraient se comporter différemment de la lumière elle-même. C'est là que ça se complique, car quand Einstein a dit en 1905 que rien ne va plus vite que la lumière, il parlait de choses transportant de l'information ou de la masse. L'obscurité n'en transporte aucun, c'est juste l'absence de photons. Alors, au lieu de mesurer l'obscurité directement, les scientifiques se sont concentrés sur quelque chose de plus précis. Ils cherchent de minuscules points dans une onde lumineuse où la lumière s'annule complètement. On les appelle des points zéro ou des points nuls. Imaginez-les comme de minuscules trous mobiles d'obscurité totale à l'intérieur d'un faisceau de lumière. C'est ce qu'on appelle des vortex, et on en voit dans les vagues de l'océan, les courants d'air, et même dans le café quand on le remue. Pour les observer dans des conditions contrôlées, les chercheurs ont utilisé un matériau appelé nitrure de bore hexagonale. Pas facile à dire. C'est un cristal si mince qui peut ralentir la lumière de manière spectaculaire. Dans ce matériau, la lumière se transforme en ce qu'on appelle un polariton et sa vitesse peut chuter jusqu'à 100 fois. À un moment de l'expérience, ils ont vu quelque chose d'inattendu. Ces points nuls se déplaçaient plus vite que la lumière qui les entourait. C'est là que l'équipe a été déroutée. Je veux dire, si la vitesse de la lumière est la limite, comment quelque chose peut-il la dépasser ? Eh bien, c'est parce que ces points sombres ne transportent pas d'informations. Ce ne sont pas des particules et ils ne contiennent pas d'énergie. Ce sont juste des motifs dans l'onde lumineuse et les motifs peuvent bouger d'une manière impossible pour les objets réels. La théorie d'Einstein tient donc toujours. C'est juste que maintenant, nous avons prouvé que la vitesse de la lumière n'est pas la limite pour tout dans l'univers. Maintenant, cela compte beaucoup, car ça change complètement ce que nous savons des limites. L'univers n'est pas seulement défini par ce qui existe, mais aussi par ce qui n'existe pas. L'absence, les vides et les néants ne sont pas simplement vides. Ils peuvent avoir leur propre comportement. Et dans ce cas, ce comportement est plus rapide que la lumière, non pas parce qu'il enfreint les règles, mais parce qu'il n'a jamais joué selon elles dès le départ. Vous pouvez entendre les couleurs, vous pouvez voir les sons, c'est tout à fait psychédélique, n'est-ce pas ? Eh bien sachez que les scientifiques sont en mesure de réaliser cela lors de leurs expériences. Mais récemment, ils ont découvert quelque chose d'encore plus fascinant. Que diriez-vous de toucher une lumière solide ? Une lumière qui peut être simultanément liquide, comme de l'eau, et solide comme de la glace. Vous devez connaître la physique quantique et la chimie pour comprendre comment ça marche, ou vous pouvez regarder cette vidéo et le découvrir. Plongeons dans l'univers des scientifiques. C'est parti. Donc, pour la première fois dans l'histoire, des gens ont créé un super solide à partir de lumière. C'est une substance qui... En fait, non, ce n'est même pas une substance. C'est un état de la matière qui se comporte à la fois comme un solide et comme un liquide. Un solide ordinaire, comme un téléphone, ne change pas de taille, de direction et de densité, à moins que vous ne le jetiez sous une voiture. Mais un super solide change de direction et de densité tout en conservant sa structure. C'est-à-dire que la voiture écrase votre téléphone, il est cassé et écrasé, mais en même temps, il est complètement intact. Comment est-ce possible ? Tout est ce question d'atomes. Oui, c'est difficile à imaginer, mais essayons de nous pencher sur la question. Alors, prenons un morceau de métal, comme de l'argent. C'est du solide, n'est-ce pas? Ces atomes sont alignés en rangées et forment quelque chose de similaire à un réseau cristallin, c'est-à-dire qu'ils ne vont nulle part. Dans un liquide, comme le soda, la structure est fluide. Cela signifie qu'aucune cellule n'est là pour maintenir l'intégralité de la structure du soda. Les atomes se dispersent. Un super solide conserve sa structure et s'écoule en même temps. N'essayez pas de comprendre. Ressentez. Imaginez un glaçon passant à travers une grille. Il ne se disperse pas, il reste solide. C'est comme dans ce film de science-fiction légendaire, où un robot fait de métal liquide traverse une porte de prison. Comment est-ce possible? La physique quantique a la réponse. Refroidissez une substance jusqu'au zéro absolu, soit environ moins 273 degrés Celsius. C'est incroyablement froid. Et il est peu probable que vous rencontriez une telle température dans l'espace. Du moins, pas dans notre système solaire.
C'est si froid que les atomes à l'intérieur de la substance bougent à peine et commencent à montrer des effets quantiques. Ils cessent de se déplacer de manière chaotique. Ils commencent à obéir aux lois quantiques. Imaginez une foule de personnes dans une grande ville. Toutes se déplacent dans des directions différentes, à des vitesses différentes. À un moment donné, elles commencent soudainement à marcher au même rythme, comme un tout. Eh bien, c'est ainsi que les atomes d'une substance créent un champ quantique unique. Les scientifiques appellent à cet effet la condensation de Bose-Einstein. Voici un autre exemple. Juste pour s'assurer que nous avons bien compris. Imaginez une fête où dansent des centaines de personnes. Chacune écoute une musique différente dans ses écouteurs. Chaque personne bouge de manière différente. Quelqu'un danse un slow avec son âme sœur. Quelqu'un fait des mouvements de breakdance. Quelqu'un filme une danse tendance pour TikTok. Ce sont tous des atomes qui se comportent de manière chaotique. Et puis, tout à coup, ils se mettent tous à danser de la même manière, comme un grand ensemble de danse qui a répété une chorégraphie synchronisée pendant des mois. Le désordre des atomes est mis en ordre. C'est ainsi que fonctionne la condensation de Bose-Einstein. Les atomes, sous l'influence de basses températures, commencent à se comporter comme un seul grand atome. Ils semblent oublier leur individualité et se mettent à vivre selon les mêmes règles quantiques. C'est l'une des choses les plus fascinantes de la physique. Autant que les scientifiques le sachent, un tel effet ne se produit pas dans la nature. La condensation de Bose-Einstein peut être créée en laboratoire. Un processus similaire se produit dans les étoiles à neutrons, mais il est encore difficile pour nous de les atteindre et de mener des recherches. Les particules chaotiques commencent donc à se synchroniser et à se comporter comme un tout. Elles peuvent également se traverser sans friction, comme des esprits, tout en conservant une cage cristalline. Et la cage cristalline est la structure d'une substance solide, vous vous souvenez? C'est paradoxal, mais cela fonctionne. Imaginez deux courants d'eau. Ils coulent l'un vers l'autre, mais ne se percutent pas, comme s'ils étaient des hologrammes. Pas d'éclaboussure, pas de résistance. Ou imaginez un groupe de personnes alignées en rangée, c'est un réseau cristallin. Sur commande, ces personnes peuvent se traverser sans se toucher. Mais en même temps, elles se déplacent de façon concertée et les rangées sont conservées. Les scientifiques ont déjà créé des supersolides en utilisant les atomes de diverses substances, comme l'hélium. Mais cette fois, ils se sont servis d'un hybride de lumière et de matière appelé polariton. Ils ont réussi leur prouesse en combinant des photons avec des quasi-particules appelées excitons. Oui, c'est bien compliqué, mais ce n'est pas encore le plus important. Ce qui est impressionnant, c'est que nous avons maintenant un supersolide composé de lumière. Mais pourquoi en avons-nous besoin ? Étudier les supersolides nous permet d'explorer plus en profondeur le monde quantique. Une telle connaissance nous aide à créer des ordinateurs quantiques, des supraconducteurs et des matériaux ultra légers. Les ordinateurs quantiques permettent d'effectuer des calculs ultra rapides. Un supraconducteur peut nous fournir de l'électricité légère et bon marché. Et les matériaux ultra légers permettent de créer des objets simples et fiables pour l'espace. La téléportation quantique, les supermoteurs et d'autres choses intéressantes nous attendent dans l'avenir. Et ce grâce à la physique quantique. Tout cela est bien intéressant, mais que penseriez-vous d'un nouveau type de matière? Par exemple, moitié glace, moitié feu. Plus précisément, ce n'est pas un nouveau type, mais un nouvel état de la matière dont vous n'avez encore jamais entendu parler. Est-ce que la glace et le feu peuvent vraiment exister en même temps? Comment est-ce que ça fonctionne? Voyons cela de plus près. Les atomes d'un glaçon sont alignés de manière parfaite. Non seulement parce qu'il s'agit d'un solide, mais aussi parce qu'il est congelé. Un peu comme le supersolide que nous venons d'évoquer. En contraste avec la glace, les électrons d'un gaz chaud se comportent de manière chaotique. Ainsi, dans un environnement mi-glace, mi-feu, certains des électrons sont alignés, et le reste est dans un désordre total. Comment est-ce possible? Tout cela grâce au spin des électrons. Le spin est la direction d'un électron. Vous pouvez imaginer un électron comme une minuscule boussole. Le spin est sa flèche. Pour les électrons froids, ces flèches pointent strictement d'un côté. Pour les électrons chauds, les flèches se comportent comme si elles étaient à l'intérieur du triangle des Bermudes, un mouvement chaotique de haut en bas. Du coup, le mi-glace mi-feu force le spin des électrons à échanger leur place. Imaginez une salle où deux groupes de musique jouent en même temps. L'un joue de la musique classique, l'autre du heavy metal. Et puis un chef d'orchestre arrive et les fait changer de genre. C'est-à-dire que le groupe de rock commence à jouer de la musique classique. Et l'orchestre commence à jouer du heavy metal. Avec le mi-glace mi-feu, c'est la même chose, sous une certaine influence.
les champs magnétiques les amènent à changer de place. Ou imaginez une classe d'extravertis qui crient, dansent, mangent et refusent d'apprendre. L'autre partie de la classe est composée d'élèves assidus qui restent à leur bureau et font leurs devoirs. Et puis un enseignant apparaît et les fait rapidement changer de rôle. Les extravertis s'assoient et commencent à faire leurs devoirs, tandis que les introvertis sont autorisés à s'amuser. C'est ainsi que fonctionne le concept du mi-glace mi-feu. Autrement dit, l'une des propriétés de ce matériau est une transition nette entre la flamme et la glace. Mi-glace mi-feu devient mi-feu mi-glace. C'est comme un interrupteur qui fait passer une substance d'un état extrême à un autre. Super, n'est-ce pas? Mais à quoi est-ce que ça peut bien nous servir? La réponse est la même. Aux technologies quantiques. Imaginez à quelle vitesse et avec quelle facilité vous pourriez refroidir les processeurs quantiques. Plus de ventilateurs et plus de gaspillage d'énergie. Vous appuyez sur le bouton et le processeur refroidit immédiatement. Les scientifiques étudient également la spintronique, une sorte de technologie où l'information est transmise non pas par électricité mais par le spin des électrons. Oui, encore quelque chose de compliqué, et nous n'avons pas le temps d'en expliquer le principe. Il suffit de dire que cette technologie améliorera la mémoire des ordinateurs en la rendant ultra rapide, et les systèmes de refroidissement économiseront ce que nous dépensons avec nos énormes congélateurs. Le mi-glace mi-feu est similaire à un supersolide. Dans les deux cas, les particules se déplacent entre les états d'ordre et de chaos. Il est possible qu'avec de telles technologies, le chaos de nos vies se transforme un jour en ordre technologique. Qui sait? On ne pourra probablement jamais voyager d'étoile en étoile en respectant strictement les règles. Et par respecter les règles, j'entends suivre les lois de la physique telles que nous les comprenons aujourd'hui. Tricher reviendrait à utiliser une sorte de code secret. La question est donc la suivante. De tels raccourcis existent-ils? En quelque sorte, oui. L'un d'eux est le moteur à distorsion, une technologie censée concrétiser le voyage interstellaire. Mais sur quel principe repose-t-elle? Voyons cela. La première chose à comprendre est la raison pour laquelle un vaisseau simplement très rapide ne suffit pas. Pourquoi ne pourrions-nous pas construire le moteur ultime, orienter le vaisseau vers une autre étoile et partir? La réponse tient à la distance. L'espace est immensément vaste. À ce jour, l'objet le plus rapide jamais créé par l'humanité est la sonde Parker de la NASA. Elle a été conçue pour frôler le Soleil afin de l'étudier. Pour atteindre sa vitesse, elle exploite l'assistance gravitationnelle de Vénus, combinée à une accélération continue dans le vide spatial, qui lui a permis d'atteindre environ 690 000 km/h. Mais Parker est minuscule, dépourvue d'équipage, et n'a aucune destination à atteindre. Elle se contente de recueillir des données avant de les transmettre vers la Terre. Et même à cette vitesse, elle reste totalement inadaptée au voyage interstellaire. Comparée à la vitesse de la lumière, Parker est si lente qu'elle semble presque immobile. La lumière, elle, se déplace à environ 8000 milles de kilomètres à l'heure. Parlons maintenant de l'étoile la plus proche. Proxima Centauri est l'astre le plus voisin de notre système solaire et se situe à environ 4,2 années-lumière, dans la constellation du Centaure. Cela signifie que, même si vous pouviez voyager à la vitesse de la lumière, il vous faudrait tout de même plus de 4 ans pour y parvenir. Or, c'est impossible. Mais pourquoi ne pouvons-nous pas aller si vite? Pourquoi ne pouvons-nous pas atteindre Proxima Centauri en 1 an, voire en 1 mois? L'obstacle n'est pas l'ingénierie, mais l'énergie. Tout objet doté d'une masse doit recevoir de l'énergie pour accélérer. Songez à une voiture. Un moteur de 200 chevaux impose une limite de vitesse. Pour aller plus vite, il faut plus de puissance, plus de carburant, et donc plus d'énergie. La physique permet de calculer précisément l'énergie nécessaire pour atteindre de grandes vitesses en tenant compte de la masse, des résistances et de la distance. Et voici l'élément essentiel. Lorsque la vitesse augmente, la demande d'énergie croît elle aussi. Mais à l'approche de la vitesse de la lumière, les équations cessent de se comporter normalement. Les calculs montrent que pour atteindre réellement la vitesse de la lumière, il faudrait une énergie infinie. Or, une telle quantité n'existe pas. Voilà pourquoi tout objet possédant une masse ne peut ni atteindre ni dépasser cette vitesse. Si l'on respecte strictement les règles de la physique, le voyage interstellaire devient pratiquement irréalisable. Certes, on pourrait imaginer un vaisseau colossal que l'on laisserait dériver dans l'espace durant des dizaines de milliers d'années, mais une telle entreprise serait dangereuse, coûteuse et peu pratique.
C'est pour cette raison que des physiciens ont commencé à chercher des raccourcis. L'un d'eux est le moteur à distorsion. Il ne propulse pas un vaisseau à travers l'espace plus vite que la lumière. Il agit plutôt sur l'espace lui-même. Cette idée fut proposée en 1994 par le physicien Miguel Alcubierre. Son modèle montrait que, mathématiquement, il serait possible de déformer l'espace-temps d'une manière très particulière, en créant une bulle autour d'un vaisseau. L'espace-temps situé devant se contracterait, tandis que celui situé derrière se dilaterait, le vaisseau demeurant paisiblement au centre. Du point de vue de l'équipage, il n'avancerait pas plus vite que la lumière, mais pour un observateur extérieur, la bulle franchirait d'immenses distances en très peu de temps. Si cela paraît déroutant, imaginez que vous tiriez brusquement une nappe sous une table. Si le geste est rapide, les assiettes restent presque immobiles. Les assiettes représenteraient alors le vaisseau spatial, la nappe l'espace-temps, et la table un point lointain d'une autre galaxie que l'on souhaite atteindre. Le vaisseau ne glisse donc pas dans l'espace. C'est l'espace qui se déplace sous lui. On peut aussi imaginer que vous vous teniez sur un escalator en mouvement. Soudain, vous sautez et vous agrippez à une barre au plafond. L'escalator continue de défiler sous vos pieds. Puis vous lâchez la barre et atterrissez sur une marche différente, qui se trouvait auparavant loin devant vous. Pendant que vous étiez suspendu, l'espace représenté par l'escalator s'est déplacé. Le moteur à distorsion repose sur un principe analogue. À l'intérieur de la bulle, on ne ressentirait pas d'accélération, tandis qu'à l'extérieur, l'espace-temps lui-même serait déformé. L'idée paraît séduisante, mais elle se heurte à un problème, l'énergie négative. L'énergie négative n'est pas simplement une énergie moindre. Il s'agit d'une forme d'énergie qui se comporte à l'opposé de l'énergie ordinaire. Pour l'expliquer, il faut évoquer ce que l'on appelle l'effet Casimir. Imaginez deux plaques métalliques placées face à face dans le vide. Elles ne sont pas chargées, mais restent conductrices. Aucune force visible n'agit sur elles, et pourtant une force négative les attire lentement l'une vers l'autre. Comment cela se peut-il? Les plaques se trouvent dans le vide. Rien ne les pousse ensemble et aucune énergie classique n'intervient. Elles sont totalement inertes. Cependant, entre elles, des fluctuations quantiques produisent une pression qui les rapproche peu à peu. Inutile de nous perdre dans les profondeurs de la physique quantique, au risque d'y laisser notre lucidité. L'essentiel est le suivant. La pression exercée sur ces plaques ne provient pas d'une énergie ordinaire, mais d'une énergie négative. De surcroît, cette action s'exerce directement sur l'espace lui-même. L'énergie classique met les objets en mouvement dans le vide. L'énergie négative, elle, tend à comprimer le vide lui-même. L'effet Casimir démontre donc que l'énergie négative existe, mais seulement à une échelle microscopique. Nous savons la mesurer, mais nous sommes incapables de la stocker, de l'amplifier ou de l'exploiter. Or, un moteur à distorsion exigerait des quantités inimaginables de cette énergie, suffisamment pour comprimer et étirer l'espace-temps autour d'un vaisseau entier. À l'heure actuelle, nous ignorons totalement comment produire une telle quantité d'énergie négative, en admettant même que ce soit possible. C'est pourquoi un moteur à distorsion fondé sur cette énergie demeure irréalisable. Mais alors, pourquoi certains chercheurs ont-ils récemment affirmé que le voyage interstellaire pourrait devenir envisageable? Parce qu'un nouveau modèle de moteur à distorsion a été proposé qui ne nécessiterait aucune énergie négative. À l'aide de calculs complexes, on a montré qu'un effet comparable pourrait peut-être être obtenu en employant uniquement une énergie positive ordinaire et les lois classiques de la physique. Voici une simple analogie. Imaginez que vous deviez soulever une maison à l'aide d'une grue pesant 1 milliard de tonnes. C'est l'image du moteur à distorsion classique fondé sur l'énergie négative, théoriquement envisageable, mais totalement irréaliste. La nouvelle approche serait plutôt de soulever cette maison grâce à un système extrêmement élaboré de poulies, de supports et de leviers, au lieu d'une grue gigantesque. Ce concept de distorsion n'existe pour l'instant que sur le papier. La technologie nécessaire pour manipuler l'espace-temps avec une telle précision dépasse largement tout ce que nous sommes capables de construire aujourd'hui. Cela pourrait demander des décennies, peut-être des siècles, ou finalement se révéler impraticable. Pour l'instant, la manière la plus réaliste de voyager entre les étoiles serait d'embarquer à bord d'un immense vaisseau propulsé par un moteur thermonucléaire, capable d'atteindre des vitesses extraordinaires. Certes, le trajet durerait très longtemps, peut-être des centaines d'années. Mais d'ici là, la durée de vie humaine pourrait être considérablement prolongée.
On pourrait également recourir à des capsules cryogéniques. Vous montez à bord, vous vous endormez dans une capsule, et vous vous réveillez des milliers d'années plus tard, dans un autre système stellaire. Pendant ce temps, les scientifiques restés sur Terre pourraient avoir mis au point un moteur à distorsion ou une technologie entièrement nouvelle. Malgré tout, cette méthode resterait extrêmement dangereuse. Que se passerait-il pendant le voyage? Et si le vaisseau tombait en panne, ou si la planète visée s'avérait inhabitable? Tous ces risques devraient évidemment être évalués à l'avance. Une autre possibilité apparaît dans le film Interstellar. Vous vous souvenez sans doute de la manière dont les personnages atteignent une autre galaxie. Ils empruntent un trou de verre, c'est-à-dire un tunnel reliant deux points très éloignés de l'univers. Attendre simplement qu'un tel passage apparaisse quelque part ne constitue évidemment pas un véritable plan. Mais tenter d'en créer un nous-mêmes, qui sait, d'ici quelques siècles, des technologies de ce genre pourraient bien exister. Quoi qu'il en soit, tout cela n'arrivera pas de sitôt. Pour l'instant, il est plus sage de profiter des voyages non pas entre les étoiles, mais entre les villes, les pays et les continents. Heureusement, pour ces déplacements-là, nous disposons déjà de la technologie.